À galère, ça te connaît, hein? Moi, c'est Léo. Et quand je dis galère, je parle de celles qui te font manger des pâtes pendant 3 jours d'affilée parce que ta bourse vient de se faire la malle. Les Pyrénées, ça te fait rêver? Moi, ça m'a fait surtout penser à un paquet d'oseille facile, loin de la pollution et des tronches de dépressifs en costard de ma fac. Un job d'été, un truc tranquille, gardien de nuit dans une station de ski. Le truc idéal pour recharger les batteries. Et surtout, le compte en banque. J'ai vu l'annonce sur un site de petites annonces un peu paumé. Station de ski La Combe Perdue recrute gardien de nuit. Cadre idyllique, calme absolu. Rémunération attractive. Le calme absolu, ça m'a parlé direct. Marre du bruit de la ville, des sirènes, des voisins qui font la fête jusqu'à 3 heures du mat. Et puis, la combe perdue. Ça sonnait bien, genre bout du monde, loin de tout. Parfait. Quand j'ai débarqué, le paysage m'a coupé le souffle, je vais pas mentir. Des montagnes à perte de vue. Un ciel d'un bleu à te faire mal aux yeux. Et cette neige immaculée qui brillait comme si des diamants avaient été saupoudrés partout. Magnifique. Mais il y avait aussi cette espèce de silence, lourd. Pas le silence apaisant de la campagne, non. Un silence qui pesait, comme s'il était chargé de quelque chose. La station elle-même, c'était pas franchement le grand luxe. Quelques chalets en bois, un bâtiment principal avec le bar et les bureaux, et cette grande tour de contrôle qui dominait le tout, toute seule. Pas une âme qui vive dehors, à part quelques employés qui s'affairaient à préparer l'ouverture. Ils étaient peu nombreux, genre 3 ou 4. Et ils avaient tous ce regard un peu fuyant, comme s'ils n'avaient pas envie d'être là. Le patron, un certain monsieur Dubois, un vieux grincheux avec une moustache qui lui tombait sur la lèvre, m'a fait le topo rapide. T'es là pour surveiller, faire le tour, t'assurer que tout est en ordre. Pas de chichi. Le téléphone est là si besoin. Y a pas grand-chose à faire, tu verras. C'est calme ici. Calme. Ouais. Mon poste, c'était le bureau du gardien. Un petit local au rez-de-chaussée du bâtiment principal. Ça sentait le vieux bois, la poussière et une vague odeur de café froid. Il y avait une vieille radio, une carte de la station un peu jaunie et un bureau en formica qui avait connu des jours meilleurs. C'est là, en fouillant dans un tiroir collant, que je l'ai trouvé. Un cahier. Pas un cahier d'école, non. Un truc plus vieux, relié en cuir craquelé, les pages jaunies et gondolées par l'humidité. J'ai ouvert le machin, curieux. Les premières pages étaient vides, ou juste quelques notes illisibles. Puis, ça a commencé. Une liste, des instructions, écrites d'une main tremblante, à l'encre qui avait viré au brun. 1. Ne jamais ouvrir la porte principale après 22 heures, si tu entends des clochettes dans le vent. Surtout s'il neige. 2. Si tu croises un skieur seul sur la piste après minuit, fais comme si de rien n'était. Ne le regarde pas. Ne lui parle pas. Ne le salue pas. 3. La musique est ton amie. Laisse-la tourner. Ne l'éteins jamais. 4. Si les lumières de la station clignotent en rythme, reste à l'intérieur. Verrouille tout. 5. Ne jamais consommer la nourriture laissée sur le pas de la porte. 6. L'eau du robinet est sûre. Fais confiance à l'eau du robinet.
7. Si tu entends des voix d'enfants appeler ton nom depuis la forêt, c'est un piège. Ne réponds pas. 8. Les chiens sont interdits. Si tu en vois un, ignore-le. 9. Ne jamais regarder dans les miroirs après 3 heures du matin. 10. Le silence est trompeur. Le bruit est ta seule protection. J'ai refermé le cahier. Un frisson me parcourant l'échine. Qu'est-ce que c'était que ce délire? Des règles de jeu de rôle? Une blague de mauvais goût? Ça avait l'air tellement absurde, tellement sorti de nulle part. Des clochettes dans le vent, des skieurs fantômes, des enfants qui t'appellent. Franchement, j'ai eu un fou rire nerveux. Le calme absolu, oui. Mais apparemment, il y avait une sorte de folklore local bien glauque. J'ai rangé le cahier dans le tiroir, en me disant que je le relirai plus tard, quand j'aurai pris mes marques. La montagne, ça te monte à la tête, j'imagine. Ou alors, c'est juste l'isolement qui fait faire des trucs bizarres aux gens. Je n'avais aucune idée à quel point j'étais à côté de la plaque. Et surtout, pas de bordel, avait craché du bois, son regard perçant cherchant à me fixer. Les touristes viennent ici pour le silence, la nature. Pas pour tes conneries. Il avait pointé un doigt tremblant vers le petit cahier posé sur le comptoir. Un vieux truc à spirale dont la couverture était cornée et tachée par on ne sait quoi. C'est ton boulot de t'assurer que tout reste tranquille. Je l'avais feuilleté plus tard, une fois seule dans la petite pièce qui me servait de bureau et de chambre. L'air sentait le bois ciré et un peu le renfermer. Un mélange étrange qui me rappelait les vieux chalets de mes grands-parents, mais sans la chaleur. Le cahier était rempli d'une écriture serrée, parfois presque illisible, comme si celui qui l'avait écrit avait eu les mains gelées. La plupart des règles étaient classiques pour un gardien de nuit. Vérifier les serrures, surveiller les caméras, s'assurer que personne ne s'aventure sur les pistes fermées. Mais d'autres, celle-là, elle faisait grincer mes dents. Ne jamais laisser la lumière du hall principal allumée après 23 heures. Pourquoi? La station était censée être vide, à part moi. Ça sentait la superstition à plein nez. Éviter le bruit des skis sur la piste 3 après la tombée de la nuit. Là encore, quel était le risque? Des marmottes énervées? Et la plus bizarre, celle qui m'avait fait lever un sourcil. Si vous entendez des clochettes lors d'une tempête, ne pas ouvrir la porte, quelle que soit la raison. Des clochettes? En pleine tempête de neige? J'imaginais déjà un truc digne des films d'horreur les plus débiles. Des esprits des montagnes qui venaient jouer avec les pauvres gardiens isolés. J'essayais de rationaliser. Peut-être que la piste 3 était instable la nuit et que le bruit des skis pouvait déclencher une avalanche. Ou alors, les lumières du hall attiraient des animaux sauvages, des renards ou des blaireaux qui pourraient s'introduire dans les bâtiments. Quant aux clochettes, peut-être que c'était une vieille légende locale pour effrayer les enfants. Un truc que Dubois avait gardé par tradition. La montagne, ça te rend con, c'est tout. L'isolement, le silence, ça joue sur les nerfs. Je me répétais ça comme un mantra, essayant de chasser l'étrange sensation de malaise qui commençait à s'installer. La première nuit s'est déroulée sans encombre. J'ai fait ma ronde, vérifié les portes, regardé les écrans de surveillance qui renvoyaient des images figées de couloirs vides et de paysages enneigés éclairés par une lune blafarde. Le silence était total, oppressant.
Je l'entendais presque vibrer dans mes oreilles. Un bourdonnement sourd qui ne demandait qu'à être rompu. Vers 3 heures du matin, alors que je sirotais un café tiède, j'ai cru entendre quelque chose. Un murmure, comme un souffle lointain porté par le vent. Au début, j'ai mis ça sur le compte de ma propre imagination, de la fatigue, mais ça a persisté. Une sorte de chuchotement indistinct, comme si quelqu'un parlait juste à l'extérieur, à travers les murs épais de la station. J'ai tendu l'oreille, le cœur battant un peu plus vite. C'était comme si le vent jouait des tours, mais il y avait une sorte de mélodie étrange dans ces sons, une cadence qui me mettait mal à l'aise. Je me suis levée et marché jusqu'à la grande baie vitrée du hall. Dehors, la nuit était noire, la neige immaculée réfléchissant faiblement la lumière des quelques lampadaires. Rien, juste le vent qui sifflait doucement, faisant danser les flocons dans l'air. Mais ce murmure, il semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Il n'y avait pas de voix distincte, pas de mots compréhensibles, juste cette sorte de souffle collectif, comme une foule lointaine. J'ai frissonné, pas seulement à cause du froid qui filtrait par les fenouils. Il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose d'ancien et d'insaisissable qui commençait à me glacer le sang. J'ai repensé aux règles du cahier, à cette consigne sur les clochettes. Et si ce n'était pas que du folklore? Et si le silence de la combe perdue cachait bien plus que de simples superstitions? La brise s'est faite plus insistante, charriant avec elle une odeur âcre, comme de l'ozone après un orage, mêlée à une senteur métallique, celle du sang gelé. Ça sentait mauvais, vraiment mauvais, et ça me donnait la nausée. Le vent s'est levé d'un coup, un hurlement venu des entrailles de la montagne. Il n'a pas fallu longtemps pour que la neige commence à tomber. D'abord timidement, puis avec une violence inouïe. Les flocons, gros comme des poings, s'écrasaient contre les vitres du bureau, transformant le paysage familier en une bouillie blanche et aveugle. La radio, cette vieille boîte crachotante qui était mon seul lien avec le monde extérieur, a fini par grésiller un dernier message incohérent avant de se taire définitivement. Plus rien, juste le rugissement du blizzard et le craquement sinistre du vieux bois de la station. L'isolement total. J'étais seule, complètement seule, à des kilomètres de tout, avec pour seule compagnie les fantômes des consignes de Dubois. J'essayais de me raisonner. C'était juste une tempête. Une grosse tempête, certes, mais rien de plus. Les communications coupées, c'était normal. Les routes impraticables, évident. Je devais juste tenir bon, attendre que ça passe. Mais cette odeur, cette putain d'odeur qui persistait, malgré le froid mordant qui s'infiltrait par les moindres interstices. Ça sentait le fer froid, le sang desséché, le truc qui est mort depuis trop longtemps. Ça me donnait des hauts le cœur. Je me suis levée. J'ai fait les 100 pas dans cette petite pièce qui me servait de chambre et de bureau. La lumière blafarde de la lampe de bureau projetait des ombres dansantes sur les murs couverts de papier peint décrépit. J'avais l'impression d'être observée. Pas par Dubois, non, lui, il était parti. Par autre chose. Par la station elle-même, peut-être.
Ce vieux bâtiment avait une âme, et elle était clairement malfaisante. Et puis, j'ai entendu un son faible, presque inaudible sous le vacarme du vent. Un tintement, doux d'abord, puis un peu plus distinct. Des clochettes, comme celles qu'on attache au collier des vaches ou au traîneau. Mais il n'y avait pas de traîneau ici, pas de vaches, juste la neige, le vent et cette station abandonnée. La règle de Dubois m'est revenue comme un coup de poing en pleine face. Ne jamais ouvrir la porte si tu entends des clochettes dans la mette. Jamais. C'était la dernière phrase de sa liste, celle qui m'avait le plus intriguée, le plus dérangée. Je m'étais dit que c'était une connerie, une superstition de montagnard. Mais là, maintenant, avec ce vent qui hurlait et cette neige qui aveuglait, le son des clochettes prenait une dimension terrifiante. Je me suis approchée de la porte principale, celle qui donnait sur le petit parvis enneigé. Elle était massive, en bois épais, renforcé de fer. J'ai hésité. Mon instinct me criait de rester loin, de barricader la porte, de m'enfermer dans mon bureau. Mais une autre partie de moi, une partie stupide et curieuse, était tirée vers l'extérieur. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Qui pouvait bien être dehors par un temps pareil? Et puis, j'ai entendu une voix, faible, portée par le vent, mais distincte. Elle m'appelait par mon nom. Léo, Léo. C'était une voix d'homme, rauque, comme si elle était gelée. Elle semblait venir de juste devant la porte. Mon sang s'est glacé. Ce n'était pas possible. Personne ne savait que j'étais ici, que j'étais Léo. Dubois m'avait juste dit de prendre le poste. Pas de contact, pas de nouvelles. Alors, qui pouvait m'appeler? Un autre gardien? Un randonneur égaré? Mais ces clochettes, la curiosité, ce poison lent qui ronge la raison, a pris le dessus. J'ai senti mes mains trembler, mais je me suis dirigée vers la petite fenêtre qui surplombait la porte. Elle était sale, recouverte de givre par endroits, mais il y avait une petite zone dégagée, comme si quelqu'un avait essuyé la buée. J'ai approché mon visage, mon souffle chaud embuant encore plus le verre. À travers le petit cercle de visibilité, j'ai aperçu une forme, une silhouette indistincte, à peine visible dans le tourbillon de neige. Elle était là, juste devant la porte, et elle semblait attendre. J'ai plissé les yeux, essayant de distinguer des détails. La silhouette était grande, enveloppée dans quelque chose de sombre. Je ne voyais pas de visage, juste une masse floue. Et puis, j'ai vu quelque chose bouger. Une main gantée de cuir sombre, tendue vers la poignée de la porte. Et sur le gant, il y avait une petite clochette d'un métal terni qui tintait faiblement à chaque mouvement. C'était ça le son que j'avais entendu. La voix m'appelait de nouveau, plus insistante cette fois. Léo, ouvre, j'ai froid. Mon cœur battait à tout rompre. C'était un piège, je le savais. La règle de Dubois résonnait dans ma tête avec une force nouvelle. Ne pas ouvrir, jamais. Mais cette voix, elle était si humaine, si désespérée. Et cette silhouette, elle ressemblait à un homme perdu dans la tempête. J'ai reculé de la fenêtre,
mon corps parcouru de frissons qui n'avaient rien à voir avec le froid. L'odeur était plus forte maintenant, plus âcre, presque suffocante. Je me suis retournée vers le bureau, vers le cahier de Dubois. Je devais trouver une explication. Il y avait forcément une explication rationnelle. Peut-être que Dubois avait eu affaire à des rôdeurs, des gens qui essayaient de s'introduire dans la station pendant les tempêtes. Les clochettes pour les prévenir, la voix pour les attirer. C'était plausible, très plausible. Mais pourquoi m'appeler par mon nom? Et pourquoi cette sensation glaciale qui me parcourait l'échine? Ce n'était pas juste la peur d'un cambrioleur. C'était une peur primale, ancestrale. Une peur qui venait des profondeurs de la terre, des montagnes maudites. J'ai regardé de nouveau par la fenêtre. La silhouette était toujours là, immobile. Elle semblait me fixer, même si je ne pouvais pas voir ses yeux. Et puis, lentement, elle a levé une main vers la fenêtre. J'ai eu un mouvement de recul, mais ma curiosité était plus forte que ma peur. J'ai regardé. Sur le gant, juste au-dessus des clochettes, il y avait une sorte de tache sombre, comme de la terre ou de la boue. Mais ce n'était pas de la terre, c'était rouge, du sang gelé, mélangé à la neige qui collait au cuir. Et la tache semblait s'étendre, comme si le sang était encore frais. La voix a murmuré à nouveau, un souffle à peine audible. « Léo, aide-moi. » Je me suis effondrée sur la chaise, le souffle court. Ce n'était pas un homme normal en tout cas. Les clochettes, la voix, le sang. Dubois savait. Il savait ce qu'il se passait ici, pendant les tempêtes. Et il avait essayé de me prévenir. Mais la curiosité, ce besoin stupide de comprendre, de voir, m'avait poussé à regarder. Et maintenant, j'avais vu. J'avais vu quelque chose qui n'aurait pas dû être vu. Et j'avais entendu l'appel de quelque chose qui n'était pas humain. Le vent s'est calmé un instant, laissant place à un silence oppressant. Et dans ce silence, j'ai entendu un autre son, un grattement, léger, régulier, venant de la porte. Quelque chose était en train de gratter le bois, lentement, patiemment, comme un animal ou comme quelqu'un qui essaie de rentrer. Et je savais, avec une certitude terrifiante, que le son des clochettes n'était pas le seul avertissement. Il y en avait d'autres règles, et j'avais déjà brisé la première. Je fixe la porte, le cœur battant la chamade contre mes côtes. Le grattement s'est arrêté. Le silence qui s'ensuit est pire que le bruit. Un silence tendu, chargé d'attente. L'odeur de fer froid s'intensifie, se mêlant à une puanteur douceâtre, comme de la viande trop longtemps laissée au soleil, mais glacée. J'ai la nausée. Je serre les poings, les ongles s'enfonçant dans mes paumes. La première règle, ne pas ouvrir la porte si tu entends les clochettes dans la tempête. Je ne les ai pas ouvertes, mais j'ai entendu. Et ce grattement, c'était juste après. Est-ce que le grattement était une conséquence ou un autre signal? Je me rapproche à pas de loup de la fenêtre la plus proche, celle qui donne sur le flanc de la montagne. Le vent hurle dehors, un chœur de démons affamés. La neige tourbillonne si fort que je peine à distinguer le paysage. C'est
comme regarder à travers un écran de télévision déréglé, rempli de parasites blancs. Et puis, je la vois. Ou plutôt, je devine une forme, une silhouette, debout, figée dans le tourbillon blanc. Elle est faiblement éclairée par la lumière blafarde qui filtre de ma fenêtre. Elle porte des vêtements de ski, des trucs anciens, informes, comme des sacs de toile étanches, le genre de tenue que tu vois dans de vieilles photos en noir et blanc, avant que le Gore-Tex ne devienne la norme. Et elle est immobile, complètement immobile, comme si elle était plantée là, dans la congère qui monte déjà à mi-mollet. J'essaie de distinguer un visage, mais la neige est trop dense, le vent trop violent. C'est juste une masse sombre, une tache dans le blanc aveuglant. Et puis, je l'entends à nouveau, la voix. Cette fois, elle est plus claire, moins étouffée par le vent. Une supplique. Au secours, aidez-moi. C'est une voix de femme, fragile, presque brisée. Elle semble si proche, si désespérée. Une partie de moi, celle qui n'a pas encore été complètement rongée par la peur, veut y croire. Je veux ouvrir cette fenêtre, hurler que je suis là, que je vais aider. Et la règle me revient en pleine face. Ne pas regarder les skieurs solitaires après minuit. Je jette un coup d'œil à ma montre. 1h37. Bien après minuit. Putain de merde. J'ai déjà merdé. Je ne devrais pas regarder. Je devrais détourner les yeux, me cacher, faire comme si je n'avais rien vu. Mais la voix, elle continue. S'il vous plaît, j'ai froid. C'est une torture. Le froid qui s'infiltre dans mes os. Le froid qu'elle doit ressentir là, dehors, plantée dans cette neige infernale. Un frisson me parcourt. Ce n'est pas le froid habituel, celui qui te pique la peau. C'est un froid intérieur. Un froid qui remonte de mes entrailles, qui me glace la moelle épinière, un froid de peur pure. Cette silhouette, elle est là depuis combien de temps? Est-ce qu'elle est là depuis le début? Est-ce que c'est elle qui a fait le grattement ou les clochettes? Je me recule de la fenêtre, le souffle court, mes mains tremblent. Je ne peux pas rester là à fixer cette chose. Je dois faire quelque chose. Mais quoi? Les règles. Il y a d'autres règles. Je les ai vues sur le papier jauni. Il faut que je les relise. Il faut que je comprenne. Chaque son, chaque ombre, chaque odeur est un indice, un avertissement, et je suis en train de me faire submerger par eux. Je me retourne, cherchant le papier avec les règles. Mon regard tombe sur le bureau encombré. Les cartes de ski froissées, la vieille radio hors d'usage, la lampe torche dont la pile est faible. L'odeur de sang desséché est revenue, plus forte cette fois. Je me sens observée, pas seulement par la silhouette dehors, mais par les murs eux-mêmes, comme si la station entière était un être vivant, un prédateur patient qui attend son heure. J'attrape le papier. Mes doigts sont engourdis par le froid et la peur. Je le déplie avec précaution. Les mots s'étalent devant moi, dans la lumière vacillante de la lampe. Règle de la station. Personnel de Night. 1. Ne pas ouvrir la porte si tu entends les clochettes dans la tempête. Check. Enfin, je n'ai pas ouvert, mais j'ai entendu.
Et j'ai vu, et j'ai entendu la voix. 2. Ne pas regarder les skieurs solitaires après minuit. Merde. Celle-ci, je l'ai enfreinte. Et la première pourrait bien être déjà compromise. Je continue, mon regard glissant sur les lignes suivantes. Chaque règle est plus absurde, plus terrifiante que la précédente. 3. Si tu entends des enfants rire près du télésiège abandonné, reste à l'intérieur et ne fais aucun bruit. Des enfants? Ici? Dans cette tempête? Mon estomac se serre. 4. N'éteins jamais les lumières du bâtiment principal après 22 heures. La lumière les repousse. Les repousse? Qui? Quoi? La silhouette dehors? Les choses qui font gratter? 5. Si une voix t'appelle depuis l'extérieur et que tu ne peux pas voir la personne, ne réponds pas. C'est une imitation. Une imitation. La voix, la supplique, c'était une imitation. Le froid s'intensifie, me transperce. J'ai parlé à cette chose. Ou plutôt, j'ai eu envie de lui parler. J'ai failli céder. 6. Ne t'approche jamais des fenêtres sans rideau après 3 heures du matin. Il est 1h45. J'ai encore du temps avant cette règle-là. 7. Si tu vois une lumière bleue clignotante sur le sommet de la montagne, considère-la comme un signe d'alerte. Ne fais rien. Attends l'aube. Une lumière bleue. Je n'ai vu que la neige et la silhouette. 8. Ne jamais, sous aucun prétexte, marcher seul sur les pistes après la fermeture. Celle-ci, je l'avais déjà intégrée. La station est déserte. Personne ne marche sur les pistes, sauf ceux qui ne devraient pas être là. Je relève la tête, mon regard retournant à la fenêtre. La silhouette est toujours là, immobile. Est-ce qu'elle m'entend? Est-ce qu'elle sait que je lis les règles? Que je sais que sa voix est une imitation? Un bruit, un craquement, pas le vent, pas le grattement, quelque chose de lourd qui bouge dehors. Je me retourne vivement vers la porte. Le grattement reprend. Plus fort cette fois, plus insistant. Et je crois entendre, très faiblement, au milieu du vacarme du vent et du bruit contre le bois, un tintement, discret, comme des clochettes. Oh non, non, pas encore. Les clochettes. Merde, c'était pas un truc aléatoire, c'était le truc. L'instruction qui me glaçait le sang. Ne jamais ouvrir la porte si tu entends des clochettes dans la tempête. Et là, j'entendais. Faiblement, oui, mais c'était bien ça. L'instinct primaire me hurlait de me recroqueviller, de me cacher sous le bureau, de faire semblant de ne rien entendre. Mais la silhouette, elle était toujours là, immobile, figée dans la blancheur aveuglante, comme une statue de chair et de glace. Je la voyais à travers la vitre sale, une forme sombre se découpant sur le blanc. Elle ne bougeait pas, mais je sentais son regard sur moi. Ou plutôt, je sentais que quelque chose me regardait, un grattement. Pas le bruit d'ongles sur du bois. Plus lent, plus râpeux, comme si un caillou était traîné sur la porte. Lentement, puis un souffle. Un long soupir qui semblait venir de l'intérieur même de la tempête. Un son rauque qui me donnait la chair de poule. Et la voix, la supplique. Elle semblait plus proche maintenant,
moins étouffée par le vent. Aidez-moi, s'il vous plaît. Froid. Mon estomac se serra. J'avais envie de vomir. C'était le dilemme parfait, le piège à con. Sauver une vie potentielle contre une mort quasi certaine. Mon cerveau tournait à 1000 à l'heure, essayant de concilier les consignes de sécurité avec cette putain de voix humaine, ou ce qui ressemblait à une voix humaine. La compassion, ce truc de merde qui te fait agir comme un idiot. Ne pas répondre aux appels venant de l'extérieur pendant une tempête. C'était écrit en gros, en gras, avec des points d'exclamation. J'avais lu ça hier soir, en relisant la liste pour la 10e fois. Je l'avais lu en pensant que c'était juste des règles de sécurité débiles pour un endroit paumé. Pas que c'était une question de vie ou de mort. Je restais là, pétrifiée. Chaque muscle de mon corps hurlait de bouger, de faire quelque chose. Mais je ne pouvais pas. Mes pieds étaient scellés au sol. Mon cœur cognait si fort contre mes côtes que j'avais l'impression qu'il allait sortir. Mes mains étaient serrées en poing. Mes ongles s'enfonçaient dans ma chair. Je sentais le sang couler le long de mes paumes, mais la douleur était à peine perceptible. C'était le bruit du grattement qui me rendait folle. Il reprenait, s'arrêtait, puis reprenait, plus lent, plus délibéré, comme si la chose dehors savait que j'étais là, que j'entendais. J'osais jeter un coup d'œil par la fenêtre. La silhouette était toujours là, mais quelque chose avait changé. Elle n'était plus statique. Elle bougeait lentement, se rapprochant de la porte. Je pouvais distinguer des mouvements saccadés, comme si elle luttait contre un vent invisible. La voix reprit, plus faible cette fois, presque un murmure, mais toujours aussi désespéré. Froid, tellement froid. Un autre son, un bruit sec, un thump, comme si quelque chose de lourd avait frappé la porte. Pas une tape, un coup franc. J'ai sursauté, un cri étouffé m'échappant. Le grattement s'arrêta net, le souffle aussi. Tout était silencieux, sauf le hurlement du vent. J'ai cligné des yeux, essayant de voir à travers la neige tourbillonnante. La silhouette n'était plus là, disparue, comme si elle n'avait jamais existé. J'ai attendu. 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Rien. Juste le vent et la neige qui s'abattaient sur le bâtiment. Mon corps entier tremblait. J'ai lentement relâché mes poings. Mes paumes étaient couvertes de sang. La douleur commença à remonter, lancinante. Je me suis approchée de la porte, le cœur battant toujours la chamade, mais avec une autre peur maintenant. La peur de ce qui avait été là et de ce qui avait disparu. J'ai regardé par la petite lucarne dans la porte. Rien que de la neige. J'ai hésité. Et puis, j'ai entendu un nouveau son. Un bruit de raclement, différent du précédent. Plus léger, venant du sol. Lentement, je me suis agenouillée. J'ai regardé par la petite ouverture vitrée en bas de la porte. Et j'ai vu une trace, dans la neige fraîchement tombée, juste devant la porte. Une trace de pas, mais pas une trace de pas normale. Elle était incroyablement longue, fine, presque déformée, comme si quelqu'un avait marché sur la pointe des pieds, mais avec des pieds trop grands, trop longs, et elle ne s'arrêtait pas là.
Elle serpentait sur quelques mètres, puis se dirigeait droit vers la forêt sombre qui bordait la station, une trace unique. Et elle disparaissait dans la masse blanche, comme si la chose qui l'avait laissée s'était évanouie dans la tempête. J'ai reculé, le souffle coupé. Ce n'était pas un randonneur perdu. Ce n'était pas un animal. C'était autre chose. Quelque chose qui savait imiter une voix humaine. Quelque chose qui connaissait les règles. Ou du moins, qui réagissait à elles. Les clochettes, le grattement, les coups et cette trace. Ce n'était pas une blague. Ce n'était pas une hallucination due au stress. La réalité venait de me frapper en pleine face, aussi violemment que le coup sur la porte. La tempête dehors n'était pas juste du mauvais temps. Elle cachait quelque chose d'ancien, quelque chose d'affamé. Et j'étais seule, enfermée dans cette station de ski déserte, avec une liste d'instructions qui ressemblait de plus en plus à un manuel de survie contre des horreurs indicibles. La nausée me reprit, plus forte cette fois. J'avais ouvert ma gueule pour penser à aider, et ça m'avait presque coûté cher. J'avais failli faire une erreur monumentale. La prochaine fois, je ne me laisserai pas avoir, plus jamais. La supplique s'est éteinte, remplacée par le hurlement du vent qui s'engouffrait dans les interstices de la station. J'étais figée, les muscles tendus comme des cordes de violon prêtes à casser. Mes yeux fixaient le flou blanc à travers la vitre crasseuse, cherchant désespérément une forme, un mouvement, n'importe quoi qui puisse me dire si j'avais eu raison ou tort. La silhouette immobile avait disparu, engloutie par la tempête. Ou peut-être qu'elle s'était juste camouflée, attendant. J'ai fini par bouger, lentement d'abord. Un doigt qui tremble, puis un pied qui se décolle du sol avec un craquement dans mon genou. L'odeur de poussière froide et de vieux bois s'est intensifiée quand j'ai fait quelques pas hésitants dans la pièce. Les clochettes. Le bruit subtil, presque doux, qui avait déclenché cette panique. J'ai repensé à la consigne. Ne pas ouvrir si tu entends des clochettes dans la métaille. Juste ça. Pas de si tu vois une silhouette. Pas de si tu entends des appels à l'aide. Juste les clochettes. Un détail apparemment insignifiant qui, je le sentais au plus profond de mes tripes, était la clé. La putain de clé. Les nuits suivantes ont été un enfer. Pas un enfer de feu et de soufre, non. Un enfer blanc, glacial, rempli de sons qui vous rongent l'âme. J'ai commencé à entendre des choses, des appels, des murmures, des rires parfois, lointains, comme s'ils venaient de l'autre bout de la montagne. Le vent se chargeait de les déformer, les rendant à la fois familiers et horriblement étrangers. Des bribes de conversation, des cris étouffés, des sanglots qui se perdaient dans le fracas de la tempête. Au début, je me suis dit que c'était mon imagination. La solitude, le froid, le stress. Je me suis forcée à croire que c'était le vent qui jouait des tours, des échos de ma propre peur. Mais les voix devenaient trop précises. J'entendais des noms que je ne connaissais pas, mais qui sonnaient comme s'ils appartenaient à des gens réels, des gens perdus. Et puis, j'ai commencé à les voir. Des silhouettes, fugaces, dans le tourbillon de neige, des formes indistinctes, comme des taches d'encre sur un canevas blanc. Elles semblaient se déplacer, mais avec une saccade,
une rigidité qui n'avait rien de naturel, des mouvements hachés, comme des marionnettes dont les fils auraient été coupés et remplacés par des élastiques rouillés. Parfois, j'avais l'impression de distinguer des membres disproportionnés, des têtes qui penchaient à des angles impossibles, des skieurs fantômes pris dans une danse macabre au milieu de la tempête. C'est là que le souvenir du vieux gardien, Jean-Pierre, a refait surface. Ces histoires, il parlait de touristes disparus, des hivers particulièrement rudes où des gens s'étaient perdus dans la station, jamais retrouvés. Il avait cette façon de raconter, avec un sourire narquois et un regard perdu dans le vide, comme s'il voyait encore leur spectre danser sur les pistes. Je l'avais pris pour un vieil homme excentrique, un peu sénile. Maintenant, je réalisais que ces histoires étaient bien plus que de simples légendes. Les voix, les silhouettes, elles imitaient les disparus. Elles appelaient à l'aide, elles cherchaient de la chaleur, elles suppliaient qu'on leur ouvre. Et les clochettes, j'ai compris. Les clochettes n'étaient pas un avertissement contre la tempête. C'était un signal que quelque chose était dehors, cherchant à entrer, quelque chose qui savait comment nous attirer. La station n'était pas vide, elle était hantée, habitée par des échos de souffrance, des spectres de froid et de désespoir qui avaient trouvé un moyen de se manifester. Et j'étais là, seule, avec une liste de règles écrites par quelqu'un qui savait exactement ce qu'il y avait dehors. Quelqu'un qui avait survécu. Je me suis assise par terre, le dos contre le mur froid, essayant de contrôler ma respiration. Chaque craquement du bois, chaque sifflement du vent me faisait sursauter. L'odeur de la neige s'infiltrait par les joints. Une odeur âcre, minérale, qui me donnait la nausée. Je pouvais presque sentir le froid qui s'accrochait aux silhouettes dehors. Un froid surnaturel, affamé. J'ai repensé à la silhouette immobile. Si j'avais ouvert, qu'est-ce qui serait entré ? Pas un skieur égaré cherchant refuge, plutôt une chose qui portait l'apparence d'un homme, mais avec une intention bien plus ancienne et bien plus cruelle. Une chose qui utilisait les voix des morts pour tromper les vivants. J'ai fermé les yeux, mais les images ne me lâchaient pas. Les formes saccadées dans la neige, les appels déformés par le vent. Je me sentais prise au piège, pas seulement par la tempête, mais par quelque chose d'invisible, d'insidieux. Le silence de la station avant me semblait oppressant. Maintenant, c'était le bruit qui me terrifiait, le bruit qui venait de l'extérieur et qui commençait à résonner à l'intérieur de moi. J'avais peur de ce que j'allais entendre la prochaine nuit. J'avais peur de ce que j'allais voir. Et surtout, j'avais peur de la tentation qui ne manquerait pas de revenir. Cette envie stupide de tendre la main vers l'inconnu, vers la souffrance apparente. Mais maintenant, je savais. Les clochettes n'étaient pas un appel à l'aide. C'était une invitation à la mort. Le vieux cahier était ouvert sur la table de la cuisine. L'odeur âcre du café froid se mêlant à celle, plus diffuse, de la poussière et du papier jauni. Mes doigts tremblaient légèrement en le feuilletant. Une sensation de froid me glaçant les extrémités malgré la chaleur relative de la pièce. La tempête hurlait dehors, un rugissement constant qui faisait vibrer les vitres, comme si la montagne elle-même
essayaient de nous dévorer. Les clochettes. C'était ça le truc. Pas un appel à l'aide, non. Une putain de sonnette. Comme si on te disait « Venez voir, j'ai un truc sympa pour vous ». Et moi, dans ma connerie, j'avais failli y aller. L'image de ce gamin, sa petite voix suppliante, revenait en boucle. « Maman, j'ai froid. » Putain, c'était pas un fantôme qui parlait. C'était une mise en scène, une appât. J'ai tourné les pages, mes yeux balayant les lignes d'une écriture nerveuse, parfois presque illisible, des annotations dans la marge, des petits dessins griffonnés à la hâte, des formes humanoïdes, oui, mais tortues, des membres trop longs, des têtes qui semblaient fondre sur les épaules, des angles impossibles. Ce n'était pas humain, pas du tout. Et le mot qui revenait, en grosses lettres, barré plusieurs fois, fin. La fin de la glace. La glace, la neige, la montagne. C'était leur terrain de jeu, leur élément. La tempête, c'était pas juste du mauvais temps, c'était un rideau. Un voile épais qui leur permettait de bouger, de se faufiler, de se cacher à la vue de tous. Et nous, pauvres cons, on était là, à se croire seuls, à écouter les murmures du vent et à croire que c'était le cri des disparus. Le cahier parlait d'eux comme de quelque chose d'ancien, pas des esprits des morts, non. Quelque chose de plus primaire, de plus organique. Des êtres qui vivaient dans le froid, qui se nourrissaient de la vie qui s'éteignait. Et leur méthode, c'était l'imitation. Ils apprenaient, ils enregistraient, ils reproduisaient les voix, les pleurs d'un enfant, le nom d'un être cher, un cri de détresse, tout pour nous faire baisser la garde, pour nous attirer dehors, dans le blanc aveuglant où ils attendaient. J'ai repensé au son de la nuit. Ce nom, Chloé, mon amie, c'était une pure coïncidence? Ou est-ce qu'ils avaient déjà entendu ce nom quelque part? Est-ce qu'ils avaient accès à nos vies, à nos pensées? L'idée me donnait la nausée. J'ai fermé les yeux, essayant de chasser ces images. Des créatures de glace se faufilant dans le blizzard, leurs formes indistinctes se fondant avec la neige, leurs yeux brillants d'une faim insatiable. La porte de la cuisine a grincé. J'ai sursauté, le cœur cognant dans ma poitrine comme un tambour fou. J'ai levé les yeux, mon regard fixé sur le bois sombre. Rien, juste le vent qui s'engouffrait par les interstices. Mais le bruit était trop précis, trop délibéré. J'ai serré le cahier contre ma poitrine, comme si le papier pouvait me protéger. Ils n'étaient pas des fantômes. Ils étaient bien plus réels, bien plus dangereux. Et ce cahier, c'était pas juste un recueil d'instructions étranges. C'était un manuel de survie, un avertissement. J'ai relu les annotations marginales, des croquis, un visage déformé, des yeux vides, une bouche béante figée dans un cri silencieux, et juste en dessous, écrit en lettres minuscules, « Ils aiment le silence, ils ne supportent pas la joie. » La joie ? C'était une autre règle ? J'ai ricané, un son rauque et sec. C'était devenu une blague macabre. Survivre à la montagne, c'était maintenant se taire et être triste. Quelle existence de merde. Mais alors, pourquoi le silence ?
Pourquoi la joie? Qu'est-ce qui les dérangeait autant dans notre bonheur? Est-ce que ça les rendait visibles? Est-ce que ça brisait leur illusion? L'idée de rire au milieu de cette horreur me semblait absurde. Mais une petite étincelle de rébellion s'est allumée en moi. Si le rire était une arme, alors je l'utiliserais. Je me suis forcée à penser à des choses heureuses. Ma première soirée avec mes potes à la fac, l'odeur des crêpes de ma mère le dimanche matin, le son de la pluie sur ma fenêtre quand je lisais. Des choses simples, des choses vraies. La tempête semblait s'être calmée un peu, le rugissement moins intense, remplacé par un sifflement plus aigu. Ou alors, c'était moi qui commençais à m'y habituer. Le froid s'infiltrait partout, dans mes os, dans mon esprit. J'avais l'impression que la montagne me rongeait de l'intérieur. J'ai regardé par la fenêtre. Le blanc. Tout était blanc. Un blanc qui semblait vivant, ondulant doucement, comme si quelque chose se cachait juste derrière le voile. J'ai imaginé ces formes tordues, se déplaçant avec une grâce monstrueuse, leurs silhouettes se confondant avec les congères. Ils attendaient. Ils attendaient que je fasse une erreur, que je sorte, que je cède à la peur, la tentation de sortir, de courir dans la neige, de crier jusqu'à ce que ma voix soit emportée par le vent, était presque irrésistible. C'était le piège ultime, la désespoir. Mais je ne leur donnerai pas cette satisfaction. Je ne serai pas une autre victime, une autre voix perdue dans le blizzard. J'avais le cahier, j'avais les règles, et j'avais une faim de vivre, une faim de me venger. La glace avait faim, disait le cahier. Eh bien, moi aussi. Le froid me glaçait les os, pas seulement celui de l'air ambiant, mais une morsure intérieure, celle de la peur qui s'insinue. Mes doigts tremblaient si fort que le vieux cahier faillit m'échapper. J'avais compris. Ces clochettes, ce tintement fantomatique dans le vent, c'était juste un signal. Un appel pour les idiots comme moi. Ceux qui pensent qu'une aide est en route quand la neige tombe à gros flocons. Et ces voix, cette petite fille qui pleurait, ce type qui criait son nom, des imitations, des échos tordus des morts pour attirer les vivants dans leur gueule glacée. J'ai levé les yeux vers la fenêtre de la cuisine. Le vent hurlait, balayant la neige en volutes aveuglantes. La station semblait si fragile, si perdue dans cette immensité blanche. J'étais seule, complètement seule. Et ces choses étaient dehors, tapis dans la tempête, attendant. Attendant quoi? Ma stupidité? Ma panique? Le sommeil n'existait plus. Chaque craquement du bois, chaque sifflement du vent me faisait sursauter. La paranoïa s'installait, rongeant mes pensées. J'ai commencé à voir des ombres bouger dans les coins de ma vision, des formes indistinctes qui disparaissaient dès que je tournais la tête. C'était le manque de sommeil, bien sûr. Ou peut-être pas. Peut-être qu'elle se rapprochait. Le cahier disait « Ne pas allumer toutes les lumières. Les ombres sont nos amis. » Mais qu'est-ce que j'en avais à faire des ombres? J'avais besoin de lumière. J'avais besoin de voir. J'ai appuyé sur l'interrupteur principal du couloir, puis celui de la salle commune. Les ampoules ont crépité, projetant une lumière crue et artificielle qui chassait les ténèbres. Ça ne faisait qu'accentuer la sensation de claustrophobie, de piège.
J'avais l'impression de me présenter comme une cible sur un plateau. Puis, un bruit, un froissement, comme du tissu sur la neige, mais plus lourd. Ça venait de dehors, près de la piste 3. Mon cœur s'est emballé. L'instinct m'a crié de rester à l'intérieur, de verrouiller tout ce qui pouvait l'être. Mais ce bruit, il était trop proche, trop délibéré. J'ai couru à la fenêtre, ignorant les règles, ignorant tout sauf cette pulsation sourde dans ma poitrine. J'ai écarté le rideau et je l'ai vu. Il se tenait là, immobile, à une 50aine de mètres. Un skieur. La silhouette était étrangement figée, comme une statue de glace. Son équipement était vieux, démodé. Mais ce n'était pas ça le plus dérangeant, c'était le regard. Même à cette distance, je sentais qu'il me fixait. Ses yeux étaient des trous noirs dans son visage délavé par le froid, des orbites vides qui semblaient me transpercer. Il n'y avait pas de mouvement, pas de respiration visible dans l'air glacial. Juste cette présence immuable, ce regard d'outre-tombe braqué sur le bâtiment. Ce n'était pas un humain, je le savais. Le cahier parlait de ceux qui marchent sur la neige, de silhouettes solitaires qui observent. Et là, devant mes yeux, il y en avait une. La piste 3 était censée être fermée depuis des jours à cause de la tempête. Personne ne venait skier par ce temps, sauf les créatures. La panique m'a envahi. J'ai lâché le rideau comme s'il brûlait. J'ai reculé, trébuchant sur le tapis. Il fallait que je sorte. Il fallait que je voie de plus près, que je comprenne. Ou alors, il fallait que je m'enfuie. Mais où? La station était mon seul abri, et j'avais l'impression de l'avoir transformée en cage. Le cahier disait « Ne jamais sortir seul dans la tempête. Les chemins changent, les arbres bougent. » J'avais déjà enfreint tellement de règles. Ouvrir la porte à des appels suspects, allumer toutes les lumières. Et maintenant, ça. Ce skieur immobile. Il était une provocation, une invitation à la folie. J'ai attrapé la pelle à neige qui traînait près de la porte, une arme dérisoire. Mais c'était tout ce que j'avais. J'ai hésité, le cœur battant à tout rompre. La peur me paralysait, mais une autre sensation montait. Une sorte de rage froide, la rage de celui qui est acculé. J'ai ouvert la porte avec un grincement qui m'a paru assourdissant. Le vent s'est engouffré, apportant avec lui une odeur âcre, une odeur de métal froid et de quelque chose de pourri, comme de la chair gelée. La neige m'a fouetté le visage, m'aveuglant presque. J'ai fait quelques pas dehors, la pelle serrée dans mes mains moites. Le froid était une douleur vive, mais je ne le sentais presque plus. Mon regard était rivé sur l'endroit où j'avais vu le skieur. Il n'était plus là. Un vide, juste la neige tourbillonnante. Mon sang s'est glacé. Où était-il allé? Comment avait-il pu disparaître si vite, si silencieusement? J'ai tourné la tête dans tous les sens, mon corps tendu comme un arc. Le silence était revenu, plus pesant encore qu'avant. Seul le hurlement du vent. Et puis, un son, un cliquetis faible venu de la droite. Des clochettes. Pas le tintement régulier d'un troupeau, mais un son irrégulier, hésitant, comme si quelque chose les traînait.
Le cahier. Ne pas ouvrir la porte si tu entends le tintement des clochettes dans la tempête. J'avais déjà ouvert la porte. Et maintenant, les clochettes revenaient. Mais cette fois, elles semblaient plus proches. Beaucoup plus proches. J'ai senti une présence derrière moi. Une sorte de froid différent, plus intense, qui n'avait rien à voir avec la température extérieure. Je me suis retournée lentement, la pelle levée. Le bâtiment de la station était là, éclairé par les lumières que j'avais allumées. Mais entre moi et la porte, dans la pénombre projetée par les arbres, une forme se dessinait, grande, mince, avec quelque chose qui pendait à sa taille et qui tinterait doucement. Ce n'était pas un skieur, c'était autre chose, quelque chose qui imitait, quelque chose qui attendait. Et j'avais commis l'erreur ultime. J'avais ouvert la porte. Le tintement s'est estompé, remplacé par un silence oppressant qui semblait encore plus épais que la neige qui s'accumulait dehors. J'ai retenu mon souffle, les oreilles tendues à l'extrême. La pénombre dehors ne cachait plus seulement des arbres et des congères, mais des promesses de mal. L'air dans la station était devenu froid. Un froid qui n'avait rien à voir avec la température extérieure. C'était le froid de la peur qui s'insinuait dans les eaux. Un bruit, pas le grattement léger d'un animal, ni le craquement du bois sous la pression du gel. Un bruit sourd, un fracas qui venait de la salle des machines. Un bris de glace, comme si quelque chose avait frappé violemment une conduite. Mon estomac s'est retourné. La salle des machines, c'était le cœur de la station, là où tout tournait, là où l'eau circulait. Si ça cassait, mon instinct hurlait de rester là, de me cacher, de faire le mort. Mais le bruit, il était trop proche, trop destructeur. Si cette chose réussissait à casser quelque chose, l'eau gèlerait, les systèmes s'arrêteraient, et je serais vraiment coupée de tout, piégée dans le noir et le froid avec. Ça, je me suis levée. Mes jambes tremblaient comme des feuilles mortes. Mes mains agrippaient le manche froid de l'extincteur rouge vif, le seul semblant d'arme que j'avais trouvé. La lampe torche, lourde dans l'autre main, projetait un faisceau tremblotant sur le sol carrelé. Chaque pas résonnait dans le silence, amplifié par ma panique. J'ai avalé ma salive. Le goût métallique du sang séchait sur mes lèvres. J'ai contourné le comptoir, m'approchant de la porte qui menait au couloir technique. L'odeur de l'huile et de la poussière s'est mêlée à une autre, plus subtile, mais terriblement familière. L'odeur de la neige fondue, mais pas la bonne. Une odeur âcre, comme celle de la glace qui fond sous une chaleur anormale, mêlée à quelque chose de pourri. J'ai poussé la porte doucement. Le grincement a failli me faire hurler. Le couloir était faiblement éclairé par des ampoules nues, projetant des ombres dansantes. Le bruit venait de la fin du couloir, de la salle des machines elle-même. J'ai avancé, pas à pas, l'extincteur levé devant moi comme un bouclier dérisoire. Et puis, je l'ai vue. Elle était là, accroupie près d'une grosse conduite de cuivre. Une forme longue, tordue, comme si un squelette avait été étiré à l'infini. Ses membres étaient disproportionnés, trop longs, trop fins, se terminant par des appendices qui ressemblaient à des griffes de glace brisées. Sa peau
semblait être faite de neige compacte, parcourue de fissures où coulait une eau trouble, glacée, son visage. Oh mon Dieu, son visage! C'était une masse informe, comme de la glace fondue qui se serait figée dans une grimace de douleur. Pas de traits distincts, juste des creux sombres où auraient dû se trouver les yeux, et une sorte de bouche béante d'où s'échappait un léger sifflement, comme le vent dans une crevasse. Elle tenait une sorte de barreau métallique tordu dans ses mains glacées, et elle frappait avec une force effrayante contre la conduite. Des éclats de glace volaient, et le bruit résonnait dans la pièce, sec et brutal. Elle essayait de la casser, de briser l'approvisionnement en eau. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. J'ai voulu reculer, disparaître, redevenir invisible. Mais mon pied a heurté quelque chose, un petit caillou, qui a roulé avec un bruit assourdissant. La créature s'est figée. Lentement, horriblement lentement, sa tête informe s'est tournée vers moi. Les creux sombres de son visage se sont fixés sur moi. Et là, dans ces abîmes de glace et de ténèbres, j'ai vu des flashs, des images fugaces qui n'étaient pas les miennes. La panique d'un homme, le froid mordant, la sensation de membres qui se figent, une voix qui appelle, qui supplie, des visages figés dans la terreur, des corps qui disparaissent dans la neige, les victimes, les leurs, les âmes qu'elle avait absorbées, piégées dans son regard de glace fondue. Elle a émis un son, un gargouillis guttural, comme si de l'eau glacée se déplaçait dans ses entrailles. Elle a laissé tomber le barreau qui a cliqueté sur le sol. Elle s'est redressée, s'étirant, ses membres anormalement longs se dépliant avec des craquements sinistres. Elle était plus grande que je ne l'avais imaginé, bien plus grande. Elle dominait l'espace. Une silhouette de cauchemar surgit de la tempête. Mon corps était paralysé. L'extincteur me pesait, inutile. La lampe torche tremblait, le faisceau dansant sur sa forme mouvante. La peur me submergeait, une vague glacée qui menaçait de m'emporter. Je me sentais comme une souris prise dans les phares d'une voiture, condamnée. Et puis, une phrase m'est revenue en tête, comme un écho lointain. Une règle que j'avais lue à la va-vite, sans vraiment comprendre son importance. La dernière règle, celle que j'avais ignorée en allumant toutes les lumières, en me sentant comme une proie trop visible. Le silence est votre seule arme. La peur est leur nourriture. La peur, c'était ça. Elle se nourrissait de notre terreur. Et là, devant elle, je tremblais comme une feuille, mon cœur battant la chamade contre mes côtes, mon esprit en proie à la panique la plus totale. J'étais un festin prêt à être servi. Elle a fait un pas vers moi, puis un autre. Le sol gémissait sous son poids. L'odeur âcre s'est intensifiée. J'ai regardé ses membres s'étirer, ses griffes de glace rappelant le sol. Elle s'approchait, son regard vide, mais plein de la souffrance des autres fixé sur moi. Je devais faire taire ma peur. Je devais devenir silencieuse. Je devais devenir rien. Mais comment arrêter ce flot de terreur qui me dévorait de l'intérieur? Comment ne pas hurler alors qu'elle se rapprochait? Chaque mouvement une promesse de douleur et de froid.
Mon corps ne m'obéissait plus. J'étais un piège à ciel ouvert, une invitation vivante à la consommation. Le tintement des clochettes avait été un avertissement. L'ouverture de la porte, une invitation. Et maintenant, la confrontation. La réalisation glaciale que j'avais joué leur jeu et que le prix était peut-être bien plus élevé que je ne l'avais jamais imaginé. La porte du couloir technique grince. Un son rauque qui s'accroche à l'air vicié. Je la pousse un peu plus, l'extincteur dans une main tremblante, la lampe torche dans l'autre. Le faisceau de lumière danse sur des tuyaux rouillés, des câbles emmêlés comme des entrailles exposées. Ça sent le métal froid, l'huile rance et quelque chose d'autre. Une odeur métallique, subtile, comme du sang sec. Mon sang, le bruit. Il vient de là. Au bout de ce tunnel sombre, un raclement sourd, intermittent, comme si quelque chose traînait des griffes sur du béton, ou peut-être des dents. Mon estomac se tord, une boule de glace qui grossit. J'ai envie de hurler, de me recroqueviller et d'attendre que ça passe. Mais il n'y a pas de ça qui va passer. C'est déjà là. Et si ça détruit la salle des machines, je suis foutu. Piégé ici, dans ce silence assourdissant, avec la tempête dehors qui hurle comme une bête affamée. Je fais un pas, puis un autre. Le couloir s'élargit légèrement, révélant une porte métallique au fond. La source du bruit. Mon cœur bat la chamade contre mes côtes. Un tambour frénétique qui résonne dans mes oreilles. Je lève la lampe torche. Le faisceau tremble. Les murs suintent une humidité glaciale. Le sol est glissant sous mes bottes. L'odeur de sang est plus forte ici. Et cette autre odeur, une sorte de musc âcre, comme une bête sauvage enfermée. Je suis à quelques mètres de la porte. Le raclement s'intensifie, ponctué d'un gargouillement bas. Je retiens ma respiration. C'est là, c'est dedans. Je peux presque sentir le froid qui émane de cette porte. Un froid différent de celui de la montagne. Un froid qui ronge. Je me souviens des règles. Ne pas ouvrir la porte si tu entends des tintements dans la tempête. J'ai ouvert. Ne pas regarder les skieurs solitaires après minuit. J'ai vu. Et maintenant, ça. J'ai ouvert la porte du couloir technique. J'ai cherché le bruit. J'ai peut-être ouvert une porte que je n'aurais jamais dû. Un craquement sec, juste derrière la porte. Et puis, le silence. Un silence lourd, oppressant. J'attends. Rien. J'ai l'impression que le temps s'est arrêté. Je me sens vidée, comme si toute mon énergie vitale s'était écoulée dans ce couloir. Je me force à avancer. Chaque pas est une victoire sur ma propre terreur. J'atteins la porte. Elle est froide, rugueuse sous mes doigts gantés. Il y a une petite fenêtre grillagée, sale. Je rapproche mon visage, le souffle coupé, et je vois. Ce n'est pas une machine. Ce n'est pas un animal. C'est une chose, une masse informe, tordue, recroquevillée dans le coin. Des membres décharnés comme des branches mortes s'agitent faiblement. Une tête, à peine distincte du reste, se tourne lentement vers moi. 2 yeux, 2 points lumineux dans l'obscurité,
me fixe. Et cette bouche, elle s'ouvre, révélant des dents fines et pointues. Le gargouillement reprend, plus fort cette fois. Un son humide et guttural qui me glace le sang. La chose se redresse, lentement, maladroitement. Elle est plus grande que je ne le pensais. Sa peau est d'un blanc cireux, striée de veines sombres. Elle sent le froid et la mort. Une règle. Il y a une règle pour ça? Je fouille ma mémoire, le cœur cognant à tout rompre. Les règles. Ne pas allumer la lumière dans la salle des machines après 3 heures du matin. J'ai allumé. Ne pas répondre aux appels sur le téléphone fixe. J'ai décroché. La chose rampe vers la porte. Le raclement reprend, plus agressif. Je recule instinctivement, ma main serrant l'extincteur comme une arme dérisoire. La lampe torche tremble toujours, et puis elle s'allume. Pas la mienne, une autre lumière. Une lumière vive, aveuglante, qui jaillit de l'intérieur de la salle des machines. La chose hurle, un cri inhumain, strident, qui me fait sursauter. Elle se replie sur elle-même, comme brûlée. Les 2 points lumineux disparaissent. La lumière s'éteint aussi vite qu'elle est apparue. Et le silence revient, plus lourd encore. Je reste là, figée, le souffle court. Qu'est-ce que c'était que ça? Une sorte de gardien? Un système de défense? Je jette un coup d'œil à l'intérieur de la salle des machines. La porte est entr'ouverte. Le faisceau de ma lampe torche balaie l'intérieur. Rien. Juste des machines imposantes, des tuyaux et une odeur d'ozone mêlée à celle de la bête. Je ne comprends pas. La lumière m'a protégée? Ou elle a effrayé la chose? Mais pourquoi cette lumière s'est-elle allumée? Et pourquoi elle s'est éteinte? Je sais que ce n'est qu'un répit. La tempête dehors redouble de violence. Les flocons tourbillonnent, épais, opaques. Ils cachent tout, ils cachent eux, les autres. J'en ai entendu. J'ai entendu des voix, des appels à l'aide, des pleurs, des rires. Et j'ai compris. Ce n'est pas une station de ski. C'est une prison, un piège. Et le travail de gardien, ce n'est pas un job. C'est une condamnation. Je recule lentement, le regard fixé sur la porte de la salle des machines. Je ne peux pas y aller. Je ne peux pas rester là. Je suis coincée, piégée entre la tempête dehors et ce qui se cache à l'intérieur. Je retourne au bureau. Mes jambes me portent à peine. Je m'effondre sur la chaise, le dos contre le dossier froid. La lampe torche est posée sur le bureau. Son faisceau faible éclaire la pièce dans une pénombre inquiétante. Le cahier est toujours là, ouvert. Je le regarde. Les règles écrites d'une main tremblante. Ma main. J'ai ajouté la mienne. Ne jamais, au grand jamais, accepter ce travail. C'était la première. Et peut-être la seule que j'ai eu le temps d'écrire avant que tout bascule. Une nouvelle bourrasque secoue la station. Les vitres vibrent, les lumières vacillent. Une nouvelle tempête. Ou plutôt, la même tempête, mais avec plus d'intention, plus de faim. Je prends le stylo. Ma main ne tremble plus. Elle est lourde, engourdie. Mes yeux
fixe la page blanche. Je sais ce que je dois faire. Je suis le gardien maintenant. Je dois observer. Je dois noter. Pour celui qui viendra après moi. Pour qu'il sache. Pour qu'il ne fasse pas la même erreur. Je commence à écrire. Ma voix résonne dans le silence du bureau. Elle est rauque, fatiguée, mais empreinte d'une nouvelle terreur. Une terreur froide et lucide. Règle 7. Si tu entends des voix dans la tempête, ne réponds pas. Ce ne sont pas des gens, ce sont des appâts. Ne jamais, au grand jamais, accepter ce travail. Je pose le stylo, je regarde par la fenêtre. Les flocons tombent, implacables. Je sais qu'ils sont là dehors. Et je sais qu'ils reviendront. Ils attendent, toujours. Et moi, je suis là, le nouveau gardien, condamné à attendre, à observer et à écrire, pour que le cycle continue, pour que la prochaine victime sache, ou pas. Ça ne change rien au fond, la tempête ne s'arrête jamais. Et les règles sont faites pour être brisées, ou pour briser ceux qui les suivent.